Salut, c'est Black Ink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui on continue avec les loups solitaires, avec aujourd'hui Sefina qui continue la route vers Carcosa en version renouveau et qui va affronter donc le scénario 3, les échos du passé. Comme d'habitude, contexte, partie scénario et conclusion. À ce niveau-là, Sefina. Pour ce qui est du deck, on se rappelle que j'avais fini le scénario précédent avec seulement 2 XP, c'était un peu laborieux dans le manoir de Constance, pour ne pas dire un échec, on va dire relatif. Et j'ai décidé de garder ces 2 points d'XP ainsi qu'un dernier point d'XP que je traîne depuis le premier scénario, et je n'ai amélioré, ou en tout cas changé, que des cartes via adaptable, en enlevant 2 tenues élégantes pour leur préférer une veste en cuir. Fred avait fait la remarque au début des vidéos, notamment au niveau de l'instinct de survie, en disant que la veste en cuir était quand même une très bonne alternative, et je suis tout à fait d'accord. Donc c'est l'arrivée de la veste en cuir qui est rapide et qui va pouvoir bien m'aider pour tanker, pour résister, pour être plus endurant au cours de ce scénario où il va falloir combattre. Et on voit bien que le combat est ici de mise, avec une attaque par surprise qui rentre en plus, et 2 coups bas, en lieu et place des outils de crochetage de Je fiche le camp et d'une deuxième tenue élégante. On discutera un peu plus tard des spécificités du scénario qui vont justifier ce choix pour des cartes d'attaque. Je précise juste, voilà, le coup bas aurait pu être de lumière aveuglante. Pourquoi j'ai préféré le coup bas aux lumières aveuglantes? Parce qu'il y a un risque d'effet négatif avec les lumières aveuglantes. Les 2 cartes coûtent les mêmes ressources. Mais avec le coup bas, j'ai cette addition entre l'agilité et la force qui fait que je vais être à 6, alors qu'avec la lumière aveuglante, de base je ne suis qu'à 4. Alors oui, j'ai différentes façons de me booster, mais ça nécessite une mise en place. Coup bas, à contrario, va me permettre d'attaquer à 6 sans mise en place particulière. Voilà pourquoi j'ai choisi coup bas à la place de lumière aveuglante. Au niveau du contexte, donc, on se rappelle que Sefina a commencé sa poursuite de cet étranger au masque blême dans le théâtre Ward à Arkham, ne comprenant pas exactement ce qui lui arrivait et voulant chercher d'autres informations à la suite des événements, on va dire terrifiants, ayant eu lieu sur place. Elle s'est rendue au manoir de Constance Dumaine pour constater que cette fameuse réunion a tourné elle aussi au cauchemar, avec les convives qui se sont transformés un à un en zombies, ou en tout cas en créatures terrifiantes, en monstres, ce qui l'a obligé finalement à mettre le feu à la demeure avec l'essence, avec le kérosène dont elle disposait, de façon à se prémunir des différentes horreurs qu'il y avait dans cette demeure. Suite à cela, elle a décidé de poursuivre ses recherches dans un endroit a priori plus calme pour se renseigner sur les précédentes représentations du roi en jaune à Arkham, ce qui l'a conduit ni plus ni moins qu'à la Société des historiens, où elle espère pouvoir trouver des coupures de journaux, ou en tout cas des informations, des récits sur ce qui s'était passé la dernière fois que la troupe du roi en jaune était venue à Arkham. Le scénario des échos du passé prend donc place dans cette fameuse Société des historiens. Elle présente 3 grandes particularités. La carte, l'aire de jeu est très grande, surtout en renouveau, avec ni plus ni moins que 2 étages, un sous-sol et un rez-de-chaussée, ce qui fait donc 4 niveaux différents pour ce scénario, avec du coup 3 lieux par étage, ce qui fait un total de 12 lieux. C'est vrai que voilà, c'est une carte qui est quand même très très grande, avec cette particularité d'avoir des lieux passage qui nous permettent de bouger à droite à gauche. Il y a une mécanique particulière sur les fatalités. En effet, l'intrigue n'avance pas via les fatalités qu'elle a sur elle. Oui, dans une certaine mesure, mais en fait, elle va surtout avancer avec les fatalités qu'il y a sur les ennemis. En fait, dans ce scénario, à peu près la moitié du deck de rencontre, si ce n'est un peu plus, est constitué de cultistes qui reçoivent des fatalités sur eux, soit des fatalités, soit des indices qui se transforment en fatalités, et c'est le nombre de fatalités disposées sur les ennemis qui font avancer l'intrigue ou pas. Et du coup, ça nous amène vers cette nécessité de gestion des ennemis qui est beaucoup plus importante que dans d'autres scénarios. Si on arrive à gérer les cultistes au fur et à mesure de leur apparition, tout va bien. Il
il n'y a pas de souci. Par contre, dès lors que plusieurs cultistes sont générés à la suite et on n'arrive pas à les gérer, les fatalités peuvent augmenter très très vite. C'est un scénario qui est considéré comme facile sur cette campagne, mais qui peut vite virer au cauchemar si jamais on se laisse déborder par les ennemis. Non pas qu'ils vont venir nous attaquer de toutes parts, même si avec le renouveau, on a des ennemis qui viennent nous chasser, potentiellement, mais tout simplement à cause de la gestion des fatalités. Donc on va bien voir comment Sefina se débrouille sur cette partie. Alors, pour commencer, parlons rapidement du Chaos Bag. Le Chaos Bag, lui, est toujours à 18, avec les deux cultistes qui sont toujours là. C'est le même Chaos Bag que au scénario 2. Au niveau de la carte référence scénario, les crânes nous font moins X, X étant le nombre total de fatalités sur les ennemis. Et je dis bien sur les ennemis en jeu, les fatalités sur l'intrigue ou sur les lieux ne comptent pas. Le cultiste moins 4, placer une fatalité sur l'ennemi le plus proche. Et cet effet n'est pas dépendant de l'échec. Donc dès lors que je pioche un cultiste, je placerai une fatalité sur l'ennemi le plus proche. Ça, c'est très embêtant. Et clairement, on peut le voir, on n'a pas de tablette, on n'a pas de chose très ancienne. Clairement, la tablette et la chose très ancienne sont beaucoup plus gentillettes, on va dire. Surtout pour Sefina, le fait de subir une horreur si un ennemi dans son lieu, déjà c'est conditionnel. Et en plus, Sefina a une bonne valeur pour tanker les horreurs. Donc bon, c'est assez dommage d'avoir deux cultistes. La carte référence du renouveau qui nous dit bien qu'on génère le gardien du serment mis de côté dans n'importe quel lieu vide de la Société des historiens quand on avance à l'acte 2 ou à l'acte 3. Il ne faut pas l'oublier. Comme je vous le disais, forcé après comment un indice a été placé sur un ennemi en jeu, retourner cet indice sur leur face fatalité. Avec cette mécanique, l'intrigue avance s'il y a 2 indices par ennemi, donc 2 fatalités par ennemi, par investigateur en l'occurrence, donc ici 2 puisque je suis tout seul, et aussi 2 indices pour avancer. On voit ici du coup la carte qui est grande, je vous le dis, 12 lieux, on commence dans le hall d'entrée au rez-de-chaussée. Au niveau du tirage, les 5 événements placés sous Sefina, on a un évité de justesse, un libérer l'âme, une attaque par derrière, une planque et un coup bas. Bon, c'est plutôt pas trop mal d'avoir le coup bas et l'attaque par derrière, ça peut être disponible rapidement avec un monde peint si jamais il y a vraiment besoin urgent de faire 3 dégâts avec une attaque par derrière, ou un dégât avec coup bas. C'est plutôt pas mal. C'est vrai que libérer l'âme et planque, bon, ça aurait été bien de les avoir en main. Après, on verra comment ça joue. J'ai toujours mes 2 adaptables qu'on va venir cacher. Hop, hors jeu. Hop. Ah non, j'ai dézoomé. Pourquoi? Hop, comme d'habitude, on met ces petites cartes à côté. Face visible. Pour ne pas les oublier. Hop, on ajuste la carte. Donc oui, c'est un peu beaucoup dézoomé, désolé. Mais c'est vrai que vous voyez la taille de la carte pour s'y retrouver. Il faut faire ainsi, donc désolé si vous n'y voyez pas grand chose. Au niveau de la main de départ, alors on a David, ce regretté David qui a été tabulisé à 3 d'XP. Paix à ton âme David. Léo De Luca, donc nos 2 alliés. On a la clé de Saint-Hubert. On a les études des arcanes à XP, ça c'est pas mal. On a la lampe torche. Donc finalement on n'a pas grand chose pour se booster. Bon, on a la clé de Saint-Hubert. C'est une bonne main. C'est pas la meilleure, mais c'est une bonne main. La particularité là, c'est que David, ça va être compliqué de l'utiliser. Oui. Excusez-moi, je prends juste. Donc, je disais. Oui, David, ça va être difficile de l'utiliser parce que avoir une fatalité sur lui, comme l'intrigue avance au bout de 2 fatalités, ça va être compliqué à gérer. Pour peu qu'il y ait un cultiste qui apparaisse, il faut que j'arrive à renvoyer David dans la défausse dans la foulée. Donc honnêtement, malheureusement, ma génération de ressources avec David, elle est un peu compromise. Bon, on va déjà réveiller le hall d'entrée, qui est à 2, mais qui n'a pas d'indice sur lui. Oui, d'ailleurs, effectivement, j'ai... rapidement, qu'est-ce que... D'accord. Hop. Bon, c'est particulier comme début. On voudrait pouvoir avoir des ressources. Et je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais faire ça. Je vais récupérer ma planque, la jouer et poser Léo. Et dans la foulée, poser une lampe torche.
pour essayer en fait de gagner en tempo avec Léo, parce que comme je le dis, David, si jamais j'ai un ennemi qui prend une fatalité, j'aurai pas de carte traîtrise qui va venir m'infliger des horreurs ou quoi que ce soit. Donc ça va être compliqué de le tuer. Donc on va faire ça. Première action, je prends ma planque. Deuxième action, je la joue. 3 ressources. Dernière action, Troisième action, Léo De Luca. Et avec ma dernière action, je pose. Je vais pas poser ma lampe torche. Je vais révéler un lieu déjà. Et on verra en fait en fonction de ce lieu ce qui lancera. Incline à soutenir des points d'indice dans ce lieu. Bah voilà. Parfait. C'est une action. Ok. Hop. Ennemi, entretien. Mythe. On ne met pas de fatalité. Et on pioche notre carte. Et voilà. À la fin, donc, le chasseur de Carcosa. À la fin de la phase du mythe, déplacer déplacer vers le chasseur de Carcosa un individu dans lequel il se trouve. Si vous ne pouvez pas placer une fatalité sur le chercheur de Carcosa à la place. Et eux, ils ont 3 points de vie. Donc on comprend pourquoi est-ce que j'ai pris coup bas. Parce que 3 points de vie. Donc on va le mettre à notre étage. Il y a un indice. Tant que vous enquêtez dans ce lieu, votre... Ah, ok, votre intelligence ne peut pas être modifiée. Donc tant mieux, fin de la phase du mythe. J'enlève du coup l'indice et je place une fatalité sur lui. Et voilà. Et voilà, et du coup, maintenant, en gros... je vais... Ouais, je vais être obligé d'y aller. De toute façon, il n'y a pas trop le choix. Hein. En gros, j'incline Léo, je me déplace de 2. Prochain tour, je prends mon coup bas, je l'engage et je le pète. Mais voilà, parce qu'en plus, il est distant. C'est pour ça que le rasoir spectral, la lame spectrale, pardon, serait fort utile dans ce scénario et simplifierait beaucoup les choses en termes de gain d'action, ce serait super. Donc, je fais ça. Première action, j'incline Léo, je récupère un indice. Deuxième, troisième action, je viens ici. Ma foi, c'est vrai que j'ai une action supplémentaire avec Léo. J'avais un peu zappé. Auquel cas, je vais jouer une carte de ma main parce que j'en ai beaucoup. Je vais donc jouer mon étude des arcanes, ce sera fait. Comme ça, je perds pas de ressources. Hop, entre ennemi, on s'en fiche, entretien, mythe. Toujours pas de fatalité. On pioche une carte. S'il n'y a aucun ennemi cultiste en jeu, il y en a un. S'il y a aucun... Comment une fatalité est placée toutes les fatalités de chaque ennemi cultiste vers l'intrigue en cours. Cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. Ok, donc du coup, hop, allez, c'est parti. Une fatalité ici, et fin de la phase du mythe, il prend une fatalité, puisque je ne peux pas lui mettre d'indice dessus. Donc il est toujours dangereux, le pépère. Ma foi. Mais du coup, on va s'y mettre. Première action. Ça c'est... Eh, voilà une autre bonne utilisation de Prest. Je vais engager le chercheur de Carcosa en première action. En deuxième action, je vais me déplacer et je vais jouer mon évité de justesse pour avoir un plus 2. Que je me suis déplacé, j'ai eu mon plus 2. C'est le prochain test de compétence que vous effectuez à ce tour. Je prends ma carte, la capacité finale, ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité. J'ai plus 2. Et du coup, dernière action, je joue pour 3, 1, 2, 3. Je joue mon coup bas, mon attaque par derrière, pour attaquer le chercheur de Carcosa. Je suis donc en agilité. Je suis donc à 4 contre 2. Plus 2 par éviter de justesse, donc 6 contre 2. Et je mets un petit press pour être à 7 contre 2. 7 contre 2. Ça peut être pas mal. Le crâne me fait moins 1. Ah, le cultiste me fait moins 4. Le cultiste me fait moins 4. Moins 4. 7 moins 4, 3. Donc je pourrais me déplacer d'un lieu. Je gagnerai un déplacement. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de claquer une dextérité aussi? Ça ferait beaucoup. Même le moins 5 me permet de réussir. Non, allez, j'y vais comme ça. Le crâne, donc ce qui me fait moins 1 parce qu'il n'y a qu'une fatalité en jeu. Ce qui fait que du coup, je réussis le test. Le chercheur de Carcosa est mort, paix à son âme.
Avec Prest, je réussis avec une différence du coup de 4. Je peux me déplacer du coup de 3 lieux. Donc je vais me déplacer déjà ici, et de 1. Je peux me déplacer ici en 2. Votre intelligence peut être modifiée. Bon, bah très bien, j'ai des lampes torches, ça va le faire. Et donc je vais rester ici. Alors, ennemi, entretien. Oui. Mythe, on n'avance pas. Voilà. Ah, une petite carte cachée. Quand on retrouve sa mythe, si on ne peut effectuer mon action se déplacer, durant votre tour, défausse cette carte. Et celui-ci a un dégât direct, une aura directe. Ok. Je préfère ça. Donc, ma première action. On pose la lampe torche. Deuxième action, évidemment, on enquête avec la lampe torche. Ça passe quand même. Troisième action, on se déplace ici. Et dernière action, ah, je n'ai pas de ressources. Je n'ai pas de ressources, je n'ai pas de ressources. Bah, du coup, dernière action, on va se déplacer ici. Et oh, enquêter. En cas de réussite, choisissez un ennemi avec au moins une fatalité sur lui. Au lieu de découvrir des indices, prenez une de fatalité, c'est bien, retournez là sur votre indice et placez là. Oh, sympathique. Difficile, mais sympathique. Très bien. Petite parenthèse. Pourquoi est-ce qu'avec mes deux indices, je n'avance pas l'acte? Eh bien, tout simplement parce que, à moins que la carte renouveau ait corrigé ce petite chose, rien ne m'oblige à avancer immédiatement l'acte. Je sais, vis-à-vis de cette carte référence scénario renouveau, que ça va faire venir des gardiens du serment qui, du coup, vont me chasser. Or, comme rien ne m'oblige en fait à avancer, l'idéal pour ce scénario, c'est tout simplement de en fait accumuler les indices et de les dépenser tous d'un coup pour certes avoir deux gardiens du serment qui vont popper en même temps, mais être directement disponible pour aller dans la bibliothèque derrière. Donc je vais essayer d'avoir 4 indices au moins pour faire tout ça d'un coup et après aller vider la bibliothèque au plus vite. Du coup, les ennemis, il n'y en a pas. Entretien. Oh, un monde peint. Mythe, donc toujours pas de fatalité. Je me suis déplacé, donc c'est bon. Ouh, deuxième carte cachée. Et donc action ressources. Très bien. Très bien, très bien. Action ressources. Ok. Alors là, on va dire que ça se corse un peu. Parce que le lieu étant à 3. En plus, l'action enquêter ne me permet pas d'enquêter avec la lampe torche. Le lieu étant à 3 et n'ayant pas grand chose, c'est un peu compliqué. C'est un poil compliqué. Par contre, il va falloir vraiment jouer des cartes de ma main. Donc, première action, déjà, je vais poser mon loup solitaire. Ça va m'aider au niveau de l'économie pour l'étude des arcanes. Déjà. Après, le reste, je peux pas trop le jouer. Donc, deuxième action, je viens ici. Troisième action, je monte là-haut. On va commencer à regarder un peu les quais. Et quatrième action, je vais venir ici. Après avoir enquêté avec succès dans ce lieu, subissez 2 heures, découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu. Intéressant, intéressant. Fin de mon tour, je n'ai pas effectué l'action ressources. Je prends donc un dégât direct, une aura directe. Niveau déplacement, on est pas mal. Hypochondrie qui arrive. Ok. Le mythe. Soit vous devez passer un nouveau indice sur un ennemi cultiste, il n'y en a pas. Placer une fatalité sur l'intrigue en cours. Mais j'ai un sort de protection. J'ai un sort de protection qui vient annuler cette traîtrise induite en erreur. La manigance n'aura pas lieu. Pour l'instant. Début de mon tour. Petit loup solitaire. Une ressource. L'enquête ici est à 3. L'enquête ici est à 3. Je peux faire diminuer la valeur à 1. Mais 2 contre 1, c'est clairement pas la folie. Je peux attribuer David à 3 contre 1. 3 contre 1, c'est toujours pas fou. 4 contre 1 avec l'étude des arcanes. 4 contre 1, ça passe sur quand même beaucoup, pas sur le cultiste. Mais ça peut être intéressant. Et derrière, je peux subir 2 horreurs pour récupérer l'indice.
Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal du tout. Après, vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu gères pas hypocondrie? Bah, pour l'instant, subir des dégâts, logiquement, je devrais pas en subir parce que la plupart des cultistes sont distants. Il n'y a pas que des cultistes distants, mais ils vont pas popper dans mon lieu. Il n'y a aucun ennemi qui va popper dans mon lieu. Des traîtrises qui me font des dégâts, il y en a une, c'est la fameuse ombre chasseresse là. Mais je peux dépenser des indices pour l'éviter. Donc bon, pour l'instant, à mon sens, c'est pas une priorité, même si je peux l'envisager. Le souci en fait que j'ai, c'est que même si j'ai tous les indices, en fait, je vais révéler la bibliothèque cachée et j'ai pas de quoi enquêter de façon potable dans la bibliothèque cachée. J'ai même pas d'attirer vers la flamme. Donc c'est plutôt ça, moi, qui m'embête. Je peux m'amuser à accumuler les indices, mais tant que je peux pas de façon pérenne en fait avoir des ressources pour me booster, pour enquêter dans la bibliothèque, c'est pas la folie. Bon, on va quand même tenter d'enquêter avec la lampe torche. La difficulté est à 1, je suis à 2, je suis à 3, je suis à 4. Allez, 4 contre 1, on va tenter. Hein. Ah bah voilà. Voilà, le sort en est jeté. Très bien. Ah, après, oui, c'est vrai que j'ai ma vision dans mon esprit. Là, du coup, je vais finir par... je vais finir par défausser mon hypocondrie, finalement, pour éviter ça, en effet. Et un peu contredire tout le baratin que je vous ai dit avant. Je vais d'abord piocher une carte. C'est très dommage de ne pas avoir d'attirer vers la flamme sous ces filins. C'est très dommage. Ok, bon allez, je le vire. Hop, je la vire. Ce qui fait que fin de mon tour, je ne me suis pas déplacé, un dégât, une horreur. Entretien. Oh bah dis donc. Ah bah là voilà. Je vais prendre... 2 dégâts, 2 dégâts, 2 dégâts, 2 dégâts. Est-ce que je prends les 2 dégâts ou est-ce que je dépense un indice? Bon, sachant que pour l'instant, là, ce lieu, arriver à enquêter dedans, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. De toute façon, j'ai pas de... Non, de toute façon, j'ai pas de quoi enquêter dans la bibliothèque pour l'instant, donc ça sert à rien de se prendre la tête. Début de mon tour, le solitaire, j'ai enfin 2 ressources. Mais bon, là, clairement, en fait... ouais, franchement, on va pas s'embêter. Je sais que c'est pas très efficace, mais je vais prendre 2 ressources. 2 actions. Troisième action, j'enquête avec ma lampe torche. Du coup, le lieu est à 1, je suis à 2, 3, 4, 5. 5 contre 1, moins 2, un indice. Je décide du coup de subir 2 horreurs. Donc 2 horreurs sur moi. Et de découvrir un indice supplémentaire. Donc 2 ressources. Attends, j'ai pas révélé celui-là, pardon. Une enquête, dernière action, je me déplace. Ah ben. Bon, par contre, ça c'est une bonne chose parce que là, pour le coup, je peux te dire. Qu'est-ce que je souhaiterais prendre comme cultiste? Qu'est-ce que je souhaiterais prendre comme cultiste? Un cultiste avec 1 point de vie, c'est quand même pas mal. Clairement, c'est mieux. Il va aller m'ouvrir ce lieu-là. Voilà. Chaque ennemi dans ce lieu gagne plus un combat, plus un d'évasion. Évidemment. Évidemment. C'est génial. C'est génial. Et du coup, c'est à moi. Avec mon loup solitaire, je gagne une ressource. Bon, honnêtement, il y a... Bon, il n'y a pas à hésiter. Je vais y aller à 6 contre 4. À 6 contre 4, c'est pas du tout gagné. 6 contre 4.
L'autre souci, si l'intrigue en fait avance, les cultistes sont remélangés. Donc en fait, typiquement, le chercheur de Carcosa que j'ai vaincu, il va revenir dans le deck de rencontre. Et on va dire qu'on voudrait éviter. J'ai juste regardé un truc parce que parfois c'est quand même avantageux. Parce que là, en fait, j'ai qu'un seul ennemi, mais j'ai 7 cartes au total, ce qui fait que ça va me remettre 6 traîtrises dans le deck de rencontre. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai mélangé quand j'ai pris le cultiste. Dans le doute, pas de doute. Donc bon. Celui est quand même très intéressant. Il serait dommage de s'en priver. Il a 3 d'évasion. Je pourrais prendre l'éviter de justesse, ou en tout cas le jouer avec un monde peint. Qui fait quoi? Ouais, il fait un dégât. Oui, jouer avec le monde peint. Enfin, poser une lampe torche maintenant, me déplacer. Enquêter. Enquêter moyennant la lampe torche en jouant éviter de justesse avec le monde peint. Ce qui fait que c'est bon. Et le fuir, mais j'ai pas de preste, donc je devrais rester dans son lieu. C'est pas la folie. C'est pas la folie. Le gérer, sachant que j'ai pas de boost en force. À 6 contre 3, c'était faisable, mais là, à 6 contre 4, c'est quand même un poil plus hasardeux. Et je vais pas donner un mon pain pour ça. Une action, je me déplace. Deuxième action, je l'esquive. Troisième action, j'enquête. Quatrième action, je pars. Ça se tente. Il a 3. 6 contre 3 pour l'esquive. Et l'enquête, je suis à 2 contre 2. Plus 3 avec ça. Je suis à plus 3 à chaque fois. Ça se tente. Pire, je peux attribuer à ma lampe torche parce qu'après, la bibliothèque, je le ferai attirer vers la flamme. Ou non, ouais, parce que, oui, parce qu'en tous les cas, je vais avancer. Ou alors, je temporise. Si je temporise, je prends une ressource, je pose ma clé. Et après, je fais quoi? Et après, je joue une planque. Ah bah oui, mais ça, j'ai ma planque. Pourquoi est-ce que j'ai pas avancé plus tôt? Mais oui. Je peux temporiser. Je temporise pour rediluer le, chaos, le deck de rencontre. Oui. Bon, ouais, je vais arrêter de vous faire perdre votre temps. On va faire ça. Je vais jouer un monde peint pour récupérer 3 ressources. 1, 2, 3. 3, j'ai dit. Ah, 1, 2, 3. Voilà. Je vais le retirer de la partie. On va le mettre avec les adaptables ici, là. Du coup, en deuxième action, 1, 2, 3, 4. Je joue ma clé de Saint-Hubert. Hop, petite volonté à 5. Hop. Oui, j'ai pas spécialement besoin de la clé de Saint-Hubert pour l'instant, mais bon. Ça va me faire réussir des tests. Ou non, il y a aucune carte qui teste la volonté dans le DR à ce scénario. Aucune. Mais si jamais on pioche un petit flétrissement, ça fera pas de mal. Donc là, j'ai fait 2 actions. Mais non. Non, en vrai, ça ne sert strictement à rien, là, ce que j'ai fait, de poser la clé. Ça ne sert strictement à rien. Comme je vous dis, il n'y a aucune carte qui teste la volonté. J'ai pas de flétrissement. Donc, avoir 6 ressources pour booster l'étude des arcanes, pourquoi pas. Deuxième action, je me déplace. J'enquête. Je l'esquive. En troisième action, j'enquête. Mais si je fais ça, après, derrière, j'ai plus trop... Ah oui, je vois comment je peux m'en sortir, mais non, non, c'est... Je me déplace, il m'engage, j'enquête en troisième action, et coup bas, derrière. Ça peut se tenter. Oui, on va le tenter, allez, on va le tenter. En deuxième action, je viens ici, putain, tout ça pour ça, quoi. Troisième action, je décide de enquêter, il me fait une attaque, mon pain,
éviter de justesse. Donc il m'attaque pas. J'enquête, le état 2. J'enquête du coup à 2 contre 2. 3, 4, 5, 6 contre 2. 6 contre 2. 6 contre 2. Moins 3, ça passe. Je récupère l'indice. Ah, attendez, j'avais le boost de éviter de justesse. Je voulais être à 6 contre 2, donc en fait non, je ne dépense que 2 ressources. Parce que du coup, 3, 4, 5, 6 avec éviter de justesse, donc c'est bon, 2 ressources. Hop, voilà, je récupère cet indice. Et du coup, dernière action. Dernière action, un petit monde pain avec un coup bas qui est là-dessous, qui me coûte du coup 2 ressources. 6 contre 4. Et mais du coup, j'ai plus le boost de éviter de justesse. Je suis embrouillé, à force de réfléchir dans le vent. Auquel cas. Est-ce que je le tente à 6 contre 4? Honnêtement, j'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai pas envie de prendre de dégâts. Je vais tenter de le fuir à 6 contre 3. 6 contre 3. Moins 4, ça ne marche pas. Et je place une fatalité sur lui. C'est ça. Donc, phase des ennemis, il me met un petit dégât sur les hauts. Phase d'entretien. Ah, j'aurais bien eu besoin de cette carte. Mythe, on avance. Hop, on enlève, on enlève. On retourne. Donc, on mélange la piste des fausses rencontres dans le deck rencontre. Non, là, j'ai... Je me suis embrouillé, j'aurais... Bon, j'aurais dû aller chercher l'indice, mais j'aurais dû faire autre chose. Dommage pour Prest. Et donc, du coup, on est bon. Et on pioche notre carte. Ah! Alors, qu'est-ce qu'on a? Passage. Pas passage. Pas passage. Pas passage. On va le mettre là-bas. Passage. Passage. Ok. Et du coup, c'est à moi. Eh bien, ma foi, première action, je vais prendre, hop, mon évité de justesse. Non. S'il était dans le parmi, ça provoque pas d'attaque d'opportunité. Deuxième action, je me déplace. Il veut m'attaquer. J'annule l'attaque. Et j'ai plus d'un pour chaque test de compétence. Il est à 2 en agilité. Pardon, excusez-moi, mon loup solitaire. Il est à 2 en agilité. Je suis à 4 plus 2, 6. Je me mets à... non, ça vaut... Est-ce que ça vaut le coup? Oui, ça vaut le coup. Je me mets du coup à 7 contre 2. Moins 3, je réussis. Il est esquivé. Je décide de me déplacer dans ce lieu qui a le trépassage. Hop, au revoir. Donc, pioche, déplacement, fuite. Il me reste une action. La question est... Il me reste une action. Ça, non, ça ne vaut pas le coup. J'ai pioché une carte. Ok. Ennemi, entretien. Mythe. Non. Ah! Ah! Ça, par contre, c'est embêtant. Fin de la phase du mythe, il prend une fatalité. Est-ce que je le mets là? Ou pas? Je réfléchis. 2 secondes. Donc oui, petite coupure, donc on en était là. Je vais du coup le placer sur un lieu passage. Il n'y en a pas 36 000 là en fait, donc on va le placer ici si jamais on se décide d'aller le gérer, mais j'ai pas grand chose pour le gérer pour l'instant. Et là du coup on n'est pas bien, on est clairement pas bien. Bon, là par contre, vous m'accorderez le fait que pour 4 indices, donc pour 2 indices, on fait ça, ajouter un indice par investigateur sur chaque société des historiens. Donc un indice par investigateur, on est bien d'accord, donc un indice. Donc un ici, un ici, un ici, un ici, un ici, un ici.
Et du coup, on génère notre ami, le gardien du serment, dans n'importe quel lieu vide de la Société des historiens. Ça tombe bien, le fameux gardien. Hop, il va partir, je vais les sortir tous les deux là. Hop. Puisque l'effet du deuxième acte avec les deux autres indices est quasiment identique. Donc un indice de même sans excéder la valeur globale. Donc on peut pas, on peut pas, on peut pas, on peut pas et on peut pas. Et du coup, le deuxième gardien est là. Monsieur Peabody, il vient chez moi. Et Monsieur Peabody, il prend un slot d'allié. C'est très malheureux, mais c'est aussi pour ça que je ne l'ai pas fait avancer avant, parce que sinon j'aurais perdu une action. Donc Léo, on lui dit au revoir. Peabody vient le remplacer. Et on met en jeu la bibliothèque cachée. Bibliothèque cachée. Qui est ici. Alors, maintenant, l'acte ici 3 est à un chiffre supérieur à l'intrigue. Donc en fait, ces deux-là, ces deux cocos sont chasseurs. Donc il faut éviter de faire en sorte que leur effet, à la fin de la phase des ennemis, trouver chaque investigateur dont le lieu partage un trait avec le gardien du serment et placer un indice de cet investigateur vers le gardien du serment. Bon, au début de la partie c'est chiant, après ça l'est plus. Mais clairement, il faut éviter qu'ils puissent venir nous chasser rapidement, puisque la bibliothèque sera connexe pour eux. Donc on va venir à mettre ici. Ils doivent popper dans un lieu Société des historiens, vide. Donc pas ici. Ensuite, je veux pas qu'ils aillent dans un lieu où il y a le passage. Et je veux pas qu'ils soient très proches de moi ici. Donc clairement, le mieux c'est de les mettre ici. Parce qu'il y a le risque, si je les mets dans ces lieux, qu'il y ait le trait passage. Donc on voit voilà, que en très peu de temps, voilà, les cultistes sont devenus légion. Du coup, première action. Pardon, première action, Peabody, on l'incline. Je choisis un lieu, ce lieu gagne passage et moins 1 de valeur occulte jusqu'à ce qu'il se redresse. Donc deuxième action, je me décale ici. 3 indices. 3 indices. Je ne vais pas jouer mon attiré par la flamme maintenant. Tiens, d'ailleurs, excusez-moi, j'ai pas incliné mon loup solitaire. Je n'ai pas joué mon attiré vers la flamme maintenant. Je vais patienter avant de faire ça. Je vais pour 2. Le lieu est à 4, je suis à 2. 2, je me booste à hauteur de. Si je me booste à hauteur, de toute façon de 8 ressources, je suis à plus 6. Non, le lieu est à moins 1, donc le lieu est à 3. Donc je suis à 2, 3, 4, 5, 6, 7, je suis à plus 4, je suis à plus 5. Plus 5 pour l'enquête. 0, je prends l'indice. Très bien. Phase des ennemis, donc on l'a dit, ces deux cocos sont chasseurs. Ils ne sont pas dans un lieu passage, donc ils vont chercher les passages. Entretien. Ok. Mythe, donc du coup la phase de mythe, il perd sa fatalité, ça avance. Générer le congérateur possédé, alias El Sac Poubelle. Dans le hall, donc il est loin. Et il a 5 points de vie. 5 points de vie, honnêtement, pas se faire d'illusions. J'ai pas de flétrissement en main, donc c'est même pas la peine de l'envisager. Ok. Ensuite, Sébastien Mureau a été tué, donc on n'a pas besoin. Voilà, on pioche sa carte. Oh, toujours plus quoi. Fin de la phase du mythe, une fatalité, une fatalité. Bon, voilà, le scénario en soi est bouclé, puisque de toute façon, j'ai encore, en gros, il me reste 2 tours. Il me reste ce tour-ci et le tour prochain. Mais bon, clairement, je n'ai pas de possibilité de ce que lui, prochain tour, il dira non, franchement, on se rend pas la tête à tirer vers la flamme. Passer de fatalité sur un cultiste, tenez les petits gardiens là, paf, ça fait plaisir. On récupère les 2 indices, hop. Et du coup, on a les 2 points de victoire, on décide d'avancer et on a notre petite conclusion.
Et du coup, comme on va jouer les, les certitudes, comme on continue à jouer les certitudes, on va emporter notre découverte capitale pour avoir une petite certitude. Donc on a pris la broche à onyx noir, et donc on a une certitude, et cette carte ne compte pas être dans la taille limite du deck des investigateurs. Bon, la broche, ah non, c'est pas celle-ci, elle est là. Tant que la broche noire est dans votre main, augmentez le coût de 1 de chaque carte dans votre main. Bon, voilà, c'est une faiblesse, c'est pas cool. Bon, soit. Bon, après ça coûte 1. C'est pas optimal, mais on a dit qu'on voulait jouer les certitudes, donc on joue les certitudes. Dans l'absolu, si j'avais pas voulu prendre la broche, voilà, je me serais évité ça. Mais j'avais dit que je jouais les certitudes, donc je joue les certitudes. Avec le chemin des certitudes, je conserve encore et toujours mes chers cultistes dans mon chaos bag. Donc, on va dire rien de nouveau sous le soleil. Voilà la partie avec Sefina. Donc bon, voilà, un scénario qui n'est pas bien compliqué, qui est facile à partir du moment où on a, surtout à partir du moment où on a cette petite astuce de dépenser tous les indices d'un seul coup pour pas en fait faire popper les gardiens du serment qui deviennent chasseurs, qui nous embêtent, etc. et qui nous virent des indices. C'est quelque chose, l'espace d'un instant, comme on a joué ce scénario avec Psycho il n'y a pas longtemps, et on n'avait pas fait ça, j'avais complètement oublié de faire ça, je pensais que en fait, le renouveau l'avait corrigé, ce petit avantage, mais dans les faits, en fait, que nenni. Donc bon, voilà. Sefina s'en sort donc avec 2 XP, donc si je ne m'abuse, ça fait un total de 5 XP, donc là on va pouvoir commencer à causer pour acheter des trucs sympathiques en matière d'XP. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, nous suivre via les différents réseaux sociaux, me dire en quoi Sefina est pas super forte sur cette campagne, ou comment elle s'en sort avec les pieds, et surtout, on se retrouvera pour le prochain scénario, le fameux El Famoso, l'unique et l'indéboulonnable Asile d'Arkham, le serment indicible. D'ici là, je vous souhaite de bonnes parties et je vous dis à bientôt. Au revoir.